Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Nous revenons, n'est-ce pas, sur le programme de société, l'accélération de la marche vers le développement, le programme de société pour lequel le président Denis Sassou Nguesso a été réélu. Maintenant qu'il y a un gouvernement qui a été formé, c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être un ministère dédié aux privatisations, puisque on en parle dans ce programme de société. Deux banques congolaises devraient probablement suivre, pourquoi pas, la voie de la privatisation ou alors de cession partielle de leurs actifs. Enfin, il s'agit pour l'État congolais de pouvoir céder partiellement ou en totalité les actifs qu'il détient dans certaines sociétés publiques. Et font partie justement de ces sociétés qui doivent être sur le marché de la privatisation au regard de ce que nous avons comme déclinaison dans le programme de société du président de la République. Nous avons là-dedans les assurances et réassurances du Congo, les deux banques dont je vous ai déjà parlé, la Banque postale du Congo et la Banque congolaise de l'habitat, la Société congolaise des transports fluviaux, le port autonome de Pointe-Noire, le CFCO et évidemment d'autres sociétés, mais aussi surtout Congo Télécom. C'est justement Congo Télécom qui fait l'objet aujourd'hui de notre podcast pour examiner cette société. Qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui réellement, si justement elle devrait être sur le marché de la privatisation, et est-ce que la privatisation est une bonne panacée pour les pays africains? Vous allez vous rendre compte que c'est une idée qui a germé comme ça au niveau des institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et qui donc justement permet aujourd'hui de montrer à certains pays africains que des entreprises sont mal gérées, qu'elles ne produisent pas des dividendes et par conséquent qu'elles doivent passer sous l'escarcelle de la privatisation pour être rentables. En fait, c'est un jeu de mots. Généralement, ce sont les plus nantis qui arrivent et rachètent justement nos entreprises qui étaient présentées comme ne produisant vraiment pas des dividendes, mais quelque temps après, ces entreprises sont devenues très prospères. Qu'est-ce qu'il faut faire? Congo Télécom, c'est justement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Présentons un tout petit peu cette société. La société a travaillé assez dur, il faut avouer. Le management impulsé par le nouveau directeur général Yves Castanou, enfin pour ne pas faire sa publicité, mais c'est pour rester vraiment dans le contexte de l'entreprise, de la vie de l'entreprise, notamment Congo Télécom. Alors, la société, il faut avouer, était bourrée de dettes, dettes sociales, dettes envers la Caisse nationale de sécurité sociale, dettes envers, n'est-ce pas, les impôts, dettes envers même les travailleurs, puisqu'il y avait aussi là des retards de salaire. La confiance était quelque peu érodée, c'est-à-dire la confiance entre cette société, ses partenaires, mais aussi ses clients. La première chose qui a été donc justement mise en œuvre par le nouveau management, c'était justement de restaurer une certaine confiance. Alors, il y a eu un programme qui a été signé tout de suite avec la Caisse nationale de sécurité sociale, portant sur 200 millions de francs CFA, n'est-ce pas, afin de voir comment est-ce que de manière progressive, il fallait apurer cet endettement, cette dette sociale. Mais aussi en même temps, il a fallu renouer ou alors établir le pont avec les banques de la place. C'est comme ça que la banque, par exemple, BGFI, a pu prêter sur la base de la qualité, n'est-ce pas, du management, a pu donc, sur la base aussi de la confiance et justement des projections qui ont été faites, a pu prêter à Congo Télécom une somme, selon nos informations, qui est de l'ordre de 20 milliards de francs CFA, ce qui a permis justement de refaire la société. Il y a aussi d'autres banques qui se sont greffées, n'est-ce pas, à ce portefeuille, notamment la Banque congolaise de l'habitat. Vous pouvez constater d'ailleurs que lorsque vous payez votre facture au niveau des caisses aujourd'hui de Congo Télécom, vous payez plutôt cet argent au niveau
de la Banque congolaise de l'habitat. Enfin, c'est aussi pour sécuriser les recettes, mais aussi certainement pour répondre aux impératifs de remboursement de la dette qui a été contactée. Donc, ça fait que Congo Télécom, fort de ses moyens financiers, la confiance rétablie au niveau des banques, cela lui a donc permis d'être à nouveau dans une situation de confiance qui a donc permis de faire le relooking et le rebranding de cette société. Et sur cette base aussi, des installations, des investissements pour tirer pratiquement, pour essayer d'émailler le territoire national, pratiquement 3700 kilomètres, n'est-ce pas, de câbles pour justement essayer de faire l'interconnexion, de connecter le pays à la fibre optique. Cette confiance a donc permis non seulement aux ménages, mais aussi, pourquoi pas, aux entreprises, aux wholesale et tout ça, qui ont fait confiance. Et aujourd'hui, je venais de vous dire que Congo Télécom compte donc un parc, n'est-ce pas, d'abonnés qui est de l'ordre, s'il vous plaît, donc de 180 000 abonnés. Il y a eu aussi, il faut le reconnaître, donc après, n'est-ce pas, ce premier challenge, il s'est agi aussi de faire installer 17 047, 45, s'il vous plaît. Je dis bien 17 045 installations à fibre optique pour essayer justement, n'est-ce pas, d'amener la fibre optique là où on a besoin, là où on en a besoin. Et aujourd'hui, il faut donc noter que ce travail est mené, mais aussi il y avait notre travail interne, parce que la qualité, n'est-ce pas, humaine, si vous voulez, pour ne pas dire du capital humain, pour utiliser le jargon qui est à la mode, pour parler, n'est-ce pas, des ressources humaines. Le capital humain aussi avait, n'est-ce pas, certains soucis. Des soucis notamment liés à la formation. Vous savez que le secteur des télécoms va très vite même, parce que les équipements, on les change tout le temps, il y a toujours une nette évolution, il faudrait que le personnel puisse s'accommoder à la nouvelle technologie. Parce que, vous verrez très bien qu'on parle, on a parlé il y a quelque temps de la 2G, de la 3G, de la 4G, et aujourd'hui on parle de la 5G. Tout cela nécessite des investissements additionnels lorsqu'on veut, par exemple, donc se mettre au même niveau de compréhension, mais aussi d'aptitude. Il faut donc tenir compte des investissements. Et les investissements dans ce secteur vont très vite. Ce ne sont pas des technologies ou alors le patrimoine ou alors les technologies que vous utilisiez il y a 2 ans, 3 ans. Non, souvent, c'est obsolète et il faut se mettre à niveau. Donc, ce travail a été mené et a permis, n'est-ce pas, justement, donc, de renforcer la capacité, n'est-ce pas, du personnel. Un personnel, il faut le reconnaître, qui était pléthorique. Et il fallait justement trouver un mécanisme pour non seulement trouver des partenariats avec d'autres structures de la place, afin de ne pas laisser ce personnel sur le pavé, sur pratiquement 1200 employés. Il a fallu donc opérer pour que certains se retrouvent dans des contrats avec des partenaires qui travaillent avec Congo Télécom, mais aussi afin de viabiliser, n'est-ce pas, la société. Un travail a donc été mené à ces niveaux et une partie de la dette, pour parler justement de la dette sociale, 6,88, s'il vous plaît, milliards ont été transférés à la CCA, parce qu'il fallait aussi justement soigner le portefeuille au niveau financier. Et ce travail a été fait, 68 formations dispensées pour des modules spécialisés, notamment en ce qui concerne le personnel. Et puis, il fallait rassurer ce personnel aussi avec 80% aujourd'hui qui bénéficient à hauteur de 80% du taux de couverture d'assurance santé. Bon, et voilà, la grille salariale appliquée, convenable justement au secteur. Aujourd'hui, c'est pratiquement tout est à 100%. C'est-à-dire que tous les travailleurs de Congo Télécom bénéficient d'une grille salariale qui est adaptée au secteur des télécoms. Avant, c'était pratiquement moins de 55%. Donc, un travail a été fait dans ce sens et
pour vous parler justement du personnel, 90% des agents affectés à un poste de travail clairement défini, essayer de redonner confiance et un travail dont a été mené en ce sens. La société a réussi à faire une pénétration sur les ménages de l'ordre des 10%. Tandis que pour la pénétration des institutions, c'est 60%. Vous voyez, c'est-à-dire que les petits comptes, hein, ceux qui ont des abonnements aujourd'hui, vous savez que ça a été rabaissé à 15 000 francs. Et je vais vous expliquer pourquoi 15 000, parce que quand on essaie de discuter avec des experts, à 15 000, la société ne gagne vraiment rien du tout. C'est une perte, tenant compte des installations, de ce qui a été engagé comme investissement. Mais par contre, la société gagne avec les institutions et les industries. Donc, si vous voulez, ce que la société Congo Télécom perd au niveau des ménages, elle réussit, n'est-ce pas, à récupérer ça à travers, n'est-ce pas, les institutions et les industries. Donc, en ce qui concerne justement la pénétration du marché au niveau des institutions, on est à 60%. C'est-à-dire que sur cette période 2020-2025, le Congo Télécom a pu pénétrer 60%, n'est-ce pas, en termes de pénétration de marché au niveau des institutions et 80% en ce qui concerne les industries. J'essaye au maximum de vous simplifier cela et il y a, comme vous le voyez sur ce tableau, s'il vous plaît, un taux de réabonnement, si jamais ça ne s'est pratiqué au niveau d'une société comme cela au Congo notamment, c'est donc un record historique, on est à 68% de taux de réabonnement en 2025. C'est-à-dire que les clients montrent qu'ils font confiance à cette société et acceptent se réabonner. Et donc, ce taux de réabonnement, pour que je vous explique ce que ça veut dire, les clients ont accepté faire davantage confiance à Congo Télécom et ce taux est de 68%. Alors, essayons un tout petit peu à travers ce tableau, comme vous le voyez ici. Vous avez donc, n'est-ce pas, normalement, le prix auquel Congo Télécom devrait effectuer, par exemple, en ce qui concerne sa connexion vers les ménages, devrait être de 20 392 francs. Mais pour essayer donc de démocratiser l'accès à Internet, ils ont accepté mettre 15 000 francs. Oui, ça fait une perte, mais une perte qui est tout de suite compensée par ce qu'on appelle le wholesale, c'est-à-dire, si vous voulez, les grands comptes, hein, les grands comptes qui sont donc, qui essayent donc de jouer un rôle et réussissent, n'est-ce pas, à faire que l'entreprise se retrouve dans une position de plus de 20,7%, n'est-ce pas, en termes de croissance. Et pour ce qui est des professionnels, l'entreprise réussit à engranger plus de 50,1%. C'est-à-dire que c'est que Congo Télécom perd auprès du grand public à moins 37,5%, comme vous voyez sur le tableau. Eh ben, ici, Congo Télécom réussit avec le wholesale, réussit donc, c'est-à-dire les grands comptes, à obtenir plus de 20,7%. Et en ce qui concerne les professionnels, plus de 50,1%. Alors, voilà les parts de marché dont vous parlez. Vous avez ce tableau. Vous allez donc voir que ici, en termes de marché, s'il s'agit par exemple du produit, n'est-ce pas, Speed, vous avez, n'est-ce pas, en termes de volume d'abonnés, Canal Box a 60% de parts de marché, tandis que Congo Télécom n'en a que 40%. Mais c'est une société qui est en train, n'est-ce pas, de progresser, tenant compte de l'héritage du passé, tenant compte aussi des insuffisances qui ont un tout petit peu retardé son évolution, c'est-à-dire sur le plan, par exemple, du capital humain, mais aussi surtout des investissements, parce que je vous ai dit, c'est un secteur qui va vite et vous devez tout le temps renouveler les investissements. Mais en ce qui concerne, comme vous voyez, vous jetez un coup d'œil sur l'autre, le tableau qui est à votre droite, vous vous rendez compte que ici, Canal Box a 50%, n'est-ce pas, 51% de part de marché contre 49% pour Congo Télécom. Bon, bref, ça voudrait tout simplement dire que, si vous voulez, il y a comme une espèce de mano à mano entre
Congo Télécom et Canal Box. Donc, la société n'est pas vraiment dans une situation désastreuse. Elle est en train de remonter, une société qui avait moins de 10 000 abonnés en 2020 et qui se retrouve, s'il vous plaît, aujourd'hui à 180 000 abonnés, c'est-à-dire que cela a été multiplié par 18. Vous avez vu, n'est-ce pas, dans d'autres cas où on a essayé de multiplier le parc d'abonnés par 15. Donc, ça montre à quel niveau la société est quand même dans une certaine croissance. Et cette croissance se traduit justement à travers, n'est-ce pas, son chiffre d'affaires que je vous prie, n'est-ce pas, de regarder ici sur ce tableau. Vous voyez très bien que nous étions quand même, s'il vous plaît, en 2021. Hein, si il faut juger les choses ainsi, donc il y a 4 ans, on était à 14,5 milliards de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, en 2025, la société se retrouve avec 25,7 milliards de francs CFA en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a eu, s'il vous plaît, en 4 ans ou en 5 ans, enfin en 4 ans, puisqu'on est en 2021, il y a eu plus 77% d'augmentation du chiffre d'affaires sur la période 2021-2025. Ça se lit, comme vous le voyez, sous vos yeux. On a essayé de faire tout, hein, le grand public, c'est-à-dire les ménages, les entreprises, le wholesale, et tout ça, ça a généré un chiffre d'affaires en 2025 de 25,7 milliards de francs CFA. Ce qui traduit quand même, il faut le reconnaître, une entreprise qui est en pleine croissance, qui est en train, n'est-ce pas, de se battre avec ses propres moyens, parce que je tiens à vous signaler que selon nos informations, la société paye les impôts. C'est-à-dire que son actionnaire unique qui est l'État ne lui a même pas permis, par exemple, de lui faire une exonération fiscale. Si cela avait été fait, peut-être pour 2 ans, 3 ans, parce que c'est ce qui se fait aussi, l'actionnaire unique, pour essayer d'aider sa propre société, qui était dans une situation, on doit le reconnaître, assez difficile. Qu'est-ce que l'État a fait? L'État n'a pas de moyens, l'État ne peut pas aujourd'hui injecter des capitaux. Je vous apprends que quand on discute avec certains experts, Congo Télécom, pour essayer vraiment de se situer dans une phase de réelle croissance, a besoin au bas mot de 70 milliards de francs CFA. Entre 50 et 70 milliards de francs CFA, c'est-à-dire qu'il y ait une injection de capitaux pour permettre à cette société d'être assez compétitive, d'avoir les derniers instruments en matière de technologie. Vous savez que c'est un secteur qui va très vite et il faut des moyens. Et malheureusement, l'État n'a pas ces moyens pour des raisons conjoncturelles que tout le monde connaît. Peut-être ce qui aurait été mieux dans le cas d'espèce, ça aurait été qu'il y ait, par exemple, une espèce d'exonération fiscalo-douanière qui permet d'un côté à Congo Télécom de ne plus reverser la TVA et au prorata du montant dont a besoin Congo Télécom, mais ben cela permet éventuellement de relancer la société. Ce qui n'a pas été fait, permettre à cette société de ne pas payer les impôts pendant une certaine durée. C'est-à-dire que l'actionnaire unique donne la possibilité à sa société de se redresser. Cela n'a pas été fait. Les équipements que Congo Télécom peut commander à l'étranger, c'est-à-dire ces équipements qui doivent être installés, les équipements des dernières technologies, afin de s'arrimer justement à la technologie ou à être même au-dessus de la technologie pratiquée par la concurrence, eh ben, tout cela devait donc être certainement répertorié, chiffré, afin de dire on vous donne cette exonération sur une période qui est tout à fait déterminée et au cours de cette période, nous savons que vous allez effectivement générer un montant équivalent à celui dont vous avez besoin pour pouvoir véritablement vous redresser. Il n'en a été rien. La société paye les impôts. Elle est à jour de paiement des impôts. C'est quand même, oui, c'est vrai que l'État a aussi besoin d'argent en ces temps d'austérité, mais il y a quand même des choses qui font que la société se retrouve dans une situation difficile. C'est-à-dire que donc là, elle a été obligée d'aller sur le marché bancaire. Et je vous ai parlé de ce prêt de 20 milliards auprès de la BGFI et d'autres banques de la place, ce qui a permis quand même à la société de présenter le visage que vous voyez. Aujourd'hui, quel est donc le vrai problème de Congo Télécom? Le problème de Congo Télécom, c'est juste les finances, tel que je viens de le dire.
Congo Télécom n'a que besoin de ça pour vraiment se situer dans une meilleure voie de, de croissance et qui va permettre justement à l'État d'engranger les dividendes. Effectivement, puisqu'on parle un tout petit peu du résultat net, regardez ce tableau qui est sous vos yeux. Ici, il s'agit de ce qu'on appelle en anglais, si vous voulez, vous voyez, EBITDA. Je vais essayer de vous expliquer ce que ça signifie parce que ce sont des termes qui sont des termes anglais et qui sont pratiqués en matière de comptabilité pour mesurer justement la performance d'une entreprise. Ça veut dire tout simplement earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Ça veut dire quoi? C'est le bénéfice avant les intérêts, les impôts et tout ce qui va avec, si vous voulez. On mesure tout simplement la rentabilité brute de l'entreprise. Quand vous avez dans ce tableau, comme vous le voyez sous vos yeux, vous constaterez que les amortissements, c'est un terme aussi qu'on utilise en comptabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous avez une infrastructure, un investissement, au fur et à mesure qu'on utilise cet investissement, au fur et à mesure qu'il est utilisé, eh ben, petit à petit, il perd un peu de sa valeur, il perd de sa qualité. Si vous avez une voiture, vous ne pouvez pas la garder pendant 5 ans, 10 ans sans qu'il y ait une panne. Il y aura toujours une pièce qui va s'amortir. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc amortissement dans le langage comptable. Ça veut dire la dépréciation des investissements. Par exemple, la fibre optique qu'on a installée, il faut, n'est-ce pas, la renouveler. Il faut justement les nouveaux équipements. Il faut beaucoup de choses. Et donc, c'est ça qui fait perdre à l'entreprise, s'il vous plaît, comme vous le voyez, ça fait moins 14,6 milliards de francs CFA en termes de pertes, c'est-à-dire l'amortissement du matériel qui a été mis en place depuis longtemps sur 5-10 ans. Parce qu'il faut renouveler ce matériel. Quand on va aussi donc jeter un coup d'œil sur le résultat net de l'entreprise, on constate qu'il y a des charges financières qui pèsent aussi moins de 1,6 milliard de francs CFA. Les charges, c'est lesquelles? Ce sont les intérêts sur les dettes qui ont été contactées justement pour relancer l'entreprise. Les banques ne vous donnent pas de l'argent pour rien. Il y a un tableau d'amortissement qu'il faut respecter au niveau de la banque et cela absorbe donc ce qu'on appelle, génère des intérêts, enfin, donc des intérêts qu'il faut payer. Vous avez aussi là donc une trésorerie nette donc négative qui donc finalement se retrouve à 1,9 milliard de francs CFA. Et puis vous avez les impôts. Voilà, je disais tantôt que l'État, dans le cadre de la relance de sa propre société, aurait dû trouver un mécanisme en disant bon, on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'accompagner notre propre société. Nous-mêmes, nous n'allons pas n'est-ce pas, prendre des impôts cette fois-ci, mais l'État prend des impôts, s'il vous plaît, sur le bénéfice de l'entreprise qui pèsent de moins 0,3 milliards de francs CFA. Donc, quand vous calculez ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise peut se retrouver avec ce tableau que je vous présente. Et je pense que c'est à partir de ce tableau que les gens se sont dit que oui, nous devons privatiser cette entreprise. Voilà le tableau que vous avez sous vos yeux. Il s'agit donc de la profitabilité, de la rentabilité de l'entreprise. Bon, essayons d'examiner, vous verrez, le chiffre d'affaires 2025 hors taxe, hein, il est de 22,3 milliards de francs CFA, soit plus 76% par rapport à partir de la période 2021. Je dis bien par rapport à la période 2021, on peut lire qu'il y a une croissance terrible, plus de 76% en termes de chiffre d'affaires. Et puis, ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire la rentabilité. On dit EBITDA, c'est en anglais. Ça veut dire tout simplement, on mesure la rentabilité brute de l'entreprise. C'est-à-dire là, on n'a pas encore tenu compte des taxes, des impôts, et ainsi de suite. Vous verrez que cette rentabilité donc est revenue. On est à 5,4 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que vous mesurez donc la rentabilité de Congo Télécom aujourd'hui sur le plan financier en 2025. Je vous rappelle que le cabinet KPMG, c'est lui qui est habilité à certifier les comptes justement
de Congo Télécom. Donc, c'est une entreprise viable puisqu'il y a un cabinet d'audit de renommée internationale qui certifie les comptes et on est justement à un retour de la rentabilité, c'est-à-dire ce qu'on n'avait pas enregistré depuis, on est à 5,4 milliards de francs CFA. Et puis, vous arrivez donc à la marge EBITDA, c'est-à-dire tout à l'heure, puisque on n'avait pas enlevé, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme charge, puisque c'était encore brut, on est à plus 24,1% d'amélioration continue. Vraiment, je lis les choses parce que là, je parle à ceux qui sont des décideurs, c'est-à-dire qui peuvent mieux comprendre ces chiffres et qui peuvent mieux les interpréter. Enfin, pour montrer aussi au petit public que la société Congo Télécom ne se porte vraiment pas aussi mal. Elle est plutôt dans une phase de progression. Et maintenant, le résultat net, oui, justement, le résultat net se situe à moins 13,5 milliards de francs CFA. Je vous ai parlé pourquoi? Parce qu'il y a un réel impact des charges d'amortissement qui pèsent sur l'entreprise. L'entreprise n'a plus investi depuis n'est-ce pas, tout ce qui est vraiment infrastructure en matière de télécom. Et voilà pourquoi on a donc ce travail d'amortissement qui pèse. Et comme l'entreprise se retrouve dans cette situation, je peux bien me poser la question, est-ce que ce n'est pas ce qui a amené ceux qui ont justement rédigé ce programme de société du président de la République pour dire oh le résultat net est négatif, alors donc cette société doit passer, n'est-ce pas, sur le marché de la privatisation. Je pense qu'il faut qu'on situe certaines choses. Une société qui n'a pas reçu le moindre investissement de la part de son actionnaire unique, et qui, quand même, on peut le dire, l'actionnaire unique, qui a des moyens, je viens de vous démontrer qu'on peut passer, par exemple, par une exonération fiscale d'une certaine durée pour permettre à l'entreprise de récolter la TVA, donc de ne plus reverser la TVA, de ne plus payer les impôts sur le bénéfice. Bref, tout cela peut générer une impactole qui permet à l'entreprise de pouvoir fonctionner. Et cela peut être mesurable sur une certaine durée, puisqu'on peut savoir qu'en un an, voici ce que les TVA, les impôts sur le bénéfice peuvent générer, et donc par conséquent, vous ne les payez pas à l'État, que cela serve justement de piston en termes d'investissement. Bon, l'État ne l'a pas fait pour des raisons, je peux imaginer, peut-être qu'il a manqué un peu de jugeote, mais il est temps aujourd'hui de se poser donc la bonne question. Est-ce que sur la base de cela, on peut donc décider de mettre une société comme celle-là sur le marché de la privatisation? Il faut noter une chose. Il y a, dans le cas des privatisations, des sociétés qui méritent effectivement d'être mises sur le marché voilà, pour ne pas me répéter, excusez-moi de la tautologie, d'être, n'est-ce pas, sur le marché. Mais c'est souvent des sociétés qui peuvent être considérées comme des canards boiteux. On a vu récemment la STPU, oui, on peut le faire, peut-être pourquoi pas. La Congolaise de gestion de loterie, on peut le faire, pourquoi pas. Mais on peut bien se poser la question, est-ce qu'il y a le principe de souverainisme économique qui prime encore? Parce qu'il y a des sociétés qui ne méritent pas d'être sur le marché de la privatisation, surtout si on tient compte effectivement de ce qui s'est déjà passé dans certains pays. Parce qu'il ne faut pas s'en cacher. Et je dois le dire, ce ne serait pas pour faire un procès aux institutions de Bretton Woods. La privatisation, c'est quelque chose qui est sorti des entrailles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale dans les années, n'est-ce pas, 90. On a parlé de mondialisation, globalisation, pratiquement vers la fin des années 80 aussi, globalisation, mondialisation, et tout cela a été retenu par beaucoup d'États qui étaient en situation financière difficile lorsqu'il fallait aller justement négocier avec le Fonds monétaire international. Dans les conditionnalités, on vous recommandait, écoutez, vous devez céder des entreprises qui sont considérées comme des canards boiteux, dont des entreprises qui ne sont pas rentables. Des gens se sont lancés là-dessus. Ça a été le cas, par exemple, avec Côte d'Ivoire Télécom. Il n'y avait pas de choix. La Côte d'Ivoire, pressée par le Fonds monétaire international, et tout de suite, cette entreprise n'était pas rentable, bruissèrent des dettes, du fait souvent du mauvais management. Et puis finalement, on se rend compte que oui, les Occidentaux ont réussi, notamment à travers Bouygues,
Et puis finalement, aujourd'hui, c'est Orange Télécom, Orange qui est là, et Ivoire Télécom aujourd'hui caracole au niveau de la bourse de valeurs mobilières, n'est-ce pas, d'Afrique de l'Ouest. Et on se rend très bien compte que la société est bien rentable, ça marche très bien. Il y a eu le cas de la Sonatel aussi au Sénégal. Voilà, toujours sous pression des institutions de Bretton Woods, on a réussi, n'est-ce pas, à céder cette entreprise sur le marché de la privatisation. Et vous avez d'autres cas, si on va dans le secteur, par exemple, de l'électricité. Ça a été le cas au Gabon, avec des fortunes qui ne sont pas franchement à encourager, à engranger de notre côté. Ça a été le cas avec Sonel Cameroun. C'était d'abord des Britanniques et puis finalement les Américains. Finalement, l'État s'est rendu compte que les gars n'avaient vraiment pas investi le moindre radis en termes, n'est-ce pas, de production ou alors, n'est-ce pas, de transport. Ce qui est arrivé, c'est qu'aujourd'hui, l'État camerounais a été obligé, n'est-ce pas, de racheter sa propre société auprès des Américains. Et alors, il faut éviter, je pense que partant de ces expériences, on doit faire très attention parce que le principe de souverainisme économique doit primer, surtout qu'on a l'avantage d'avoir vu des expériences du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et d'autres pays encore. Il faut vraiment réfléchir. Aujourd'hui, est-ce qu'il est pertinent, franchement, de dire qu'on doit mettre une société comme Congo Télécom sur le marché de la privatisation, avec tout ce que cela va générer comme conséquences au niveau social, mais aussi même en termes de démocratisation, n'est-ce pas, de l'Internet? Je vous ai dit que Congo Télécom, en faisant le prix aujourd'hui de 15 000 francs l'abonnement, selon nos informations, il n'y a pas de rentabilité sur, n'est-ce pas, sur les ménages. Mais voilà, on le récupère autrement sur les sociétés et sur les grands comptes, comme on dit. Il faut qu'on se pose donc des bonnes questions. Il y a le personnel, très important. Il y a le fait que le repreneur viendra tout de suite parce qu'il vient pour s'en faire plein les poches. Il me semble que le vrai problème qui est aujourd'hui à mettre sur la table, c'est de mener une réflexion profonde. Comment est-ce que l'actionnaire unique peut effectivement jouer un rôle pour conforter la croissance de cette société? Il me semble qu'il y a eu entre-temps des Qataris, des Marocains, dont des gens qui voulaient injecter de l'argent à Congo Télécom en disant, nous le faisons juste pour 4 ans, pour 3 ans. En fait, il s'agit un peu comme si on faisait ce qu'on appelle dans le langage bancaire un dépôt à terme. Donc, vous déposez de l'argent, vous attendez à ce que cela vous rapporte. Et cette offre n'a pas été jugée pertinente. N'a pas été jugée pertinente pour la simple et bonne raison que Congo Télécom n'a besoin aujourd'hui que d'un peu de cash et que l'État peut effectivement trouver par le mécanisme que je viens de définir. C'est-à-dire que l'État, en même temps, qui est l'actionnaire unique, perçoit des impôts. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de se dire, il y a quelques années, on ne percevait absolument rien de cette société. Est-ce qu'il est aujourd'hui pertinent? Il n'est pas pour nous temps de pouvoir donc donner la possibilité à cette société pour respirer et pour avancer afin de maintenir le flambeau d'une société souveraine qui fait flotter le drapeau congolais. C'est une parenthèse et je chute par là. Vous savez, la mouvance des privatisations, c'est justement impulsé par les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, auquel je ne fais pas un mauvais procès. Mais on peut quand même se dire que c'est généralement conçu en faveur de ceux qui sont les plus nantis, parce que c'est des sociétés occidentales qui réussissent justement à, n'est-ce pas, à gagner la mise en venant justement s'adjuger la gestion des entreprises en Afrique. Je le sens d'ailleurs depuis qu'on fait cette histoire sur les privatisations, je vois beaucoup de gens m'appeler, me demander certaines informations, me demander certains chiffres. Alors je me suis dit, en fait, il y a donc des gens qui sont bien assis, confortablement assis dans des salons UP en Europe et qui lorgnent sur des entreprises en Afrique en disant, telle entreprise, si ça ne va pas, moi j'ai du fric à revendre, je peux reprendre cette entreprise. Donc ils viennent avec un souci de se faire du bénéfice. Et
je me souviens qu'il y a eu un débat, pour ne même pas dire une confrontation directe entre deux grands économistes sur des privatisations. Un côté, Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, c'est, s'il vous plaît, le prix Nobel en économie et qui justement a commis un livre qu'on appelle La globalisation, la grande désillusion. Je préfère vous donner le titre en français. Et comme Stiglitz n'est pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un qui, pour votre gouverne, a été à Massachusetts Technology University, quelqu'un qui est donc d'une certaine stature. Il a été lui-même aussi, il faut le reconnaître, l'économiste en chef du Fonds monétaire international, et puis en même temps, il a quand même travaillé comme le chef des économistes à la Maison Blanche sous Bill Clinton. Donc, c'est pas n'importe qui, mais il a fallu qu'il sorte cette grande désillusion sur la globalisation. Parce qu'on nous a vanté ces titres, globalisation, mondialisation. En fait, ça se résume à ça. Bon, on peut racheter des entreprises. Et Kenneth Rogoff, qui était lui-même aussi l'économiste en chef de la Banque mondiale, a taxé Joseph Stiglitz de ne rien connaître en économie. Ça a été un grand débat. Alors, s'il vous plaît, quand on sait que Stiglitz a été non seulement un grand professeur à Massachusetts, la seule université aux États-Unis qui donne des insomnies aux professeurs et étudiants de Harvard. Alors, c'était quand même, vous voyez, ça a permis, n'est-ce pas, qu'on voit à peu près comment les deux institutions se battent quand il s'agit de l'Afrique, qu'il s'agisse de la Banque mondiale et du FMI. C'est vrai que ce sont des institutions de Bretton Woods, mais souvent avec des politiques qui sont assez bien différentes. Et on a donc compris qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont comme en train d'être présentées comme des canards boiteux en Afrique, et des Européens, des Américains n'attendent que cela pour justement venir les racheter, faire du bénéfice, ne pas tenir compte de l'environnement économique national. Et ils se foutent, n'est-ce pas, de votre programme si vous avez l'objectif de démocratiser l'Internet. Ce qui compte pour eux, c'est de dire 15 000 francs CFA, ce n'est pas le meilleur prix pour qu'on gagne de l'argent. Nous allons le mettre certainement à 20 25 000. Et donc, il faut que le gouvernement, dans des circonstances comme celle-là, sache prendre les bonnes décisions, qu'il y ait, dans le cadre de ces privatisations annoncées, des cabinets d'audit. Il y a l'expertise au niveau de l'ONEC, c'est-à-dire l'Ordre national des experts comptables du Congo, que les audits soient confiés à des experts comptables congolais. Je préfère, pas toujours pas pour les big comptes, hein, c'est-à-dire les grands groupes, mais il y a des Congolais qui peuvent mener ces enquêtes, qui peuvent justement faire l'évaluation patrimoniale pour savoir exactement est-ce qu'une telle entreprise est rentable pour l'État, est-ce qu'il y a un redressement qu'on doit opérer, si oui, à quel niveau, et quel est le montant qu'il faut absolument mobiliser pour redresser une entreprise, parce qu'il ne s'agit pas seulement pour l'État de dire nous allons nous séparer de notre portefeuille public, soit de manière partielle, soit de manière totale, mais il s'agit tout simplement aussi de penser au principe de souverainisme économique. Certains pays tiennent et refusent de céder leurs entreprises de télécommunications, c'est-à-dire l'opérateur historique, refusent totalement de mettre ces entreprises sur le marché de la privatisation pour des raisons que je viens d'évoquer. Et en ce qui concerne Congo Télécom, comme j'ai essayé de vous présenter ici, à travers quelques chiffres, je n'ai pas voulu aller en profondeur parce que je comprends qu'il y a des gens qui attendent outre-mer, n'est-ce pas, ce que valent nos entreprises parce que ils ont du fric à revendre et voudraient justement venir les acquérir. C'est pourquoi j'ai fait l'économie des chiffres et l'économie de certaines informations. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Alphonse Dongo TV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.